On va traiter de certaines remarques de ce texte, de l'arrêté 1082 du 27 décembre 2020 fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat. Pour vous permettre, chers mesdames, chers messieurs, de me suivre, je préfère partager avec vous directement l'arrêté sur l'écran. Donc, nous avons donc l'arrêté 1082 du 27 décembre 2020, donc fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat. Donc, d'ores et déjà, ou bien dès le départ, et surtout la stratégie ou bien le regard que porte celui qui a édité le texte vers une question bien précise. Donc, en ce qui concerne l'arrêté 1082, on remarquera qu'ici, à l'article 2, donc au sens de l'arrêté, il est entendu par. Donc, l'article 2 de l'arrêté va nous donner des définitions. Ces définitions, nous allons les utiliser comme des clés de déchiffrage. Les définitions de l'article 2 de cet arrêté sont les clés de déchiffrage de l'arrêté en lui-même. Qu'est-ce que nous remarquons dans les définitions? Les définitions qui sont données par l'article 2 sont des définitions plutôt de forme. Elles ne sont pas des définitions de fond. Le seul souci qu'on aura lorsqu'on expliquera le texte, c'est que nous allons avoir des divergences dans l'interprétation de certaines notions. Nous y reviendrons un peu plus tard. Il y aura des notions, par exemple, je vous donne des exemples juste après, des notions où il aurait été préférable qu'elles s'insèrent, que des définitions à ces notions-là s'insèrent au sein de l'article 2 pour permettre le déchiffrage de l'arrêté ensuite. Donc surtout que l'arrêté s'adresse à toute la communauté universitaire et ne s'adresse pas qu'aux juristes. Donc si nous les juristes, on trouve peut-être des difficultés, peut-être qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'on diverge en ce qui concerne certaines définitions, alors que dirons-nous de nos collègues qui ne sont pas peut-être juristes? Donc, au sens de l'article 2, donc nous avons la définition de l'établissement, le responsable d'établissement, l'unité d'enseignement, responsabilité d'enseignement et l'unité, qui est l'unité d'enseignement. Donc, on remarquera, comme je vous ai dit, un manque flagrant en ce qui concerne les définitions, ce qui va nous causer un sérieux problème pour l'interprétation des articles suivants de cet arrêté. En ce qui concerne la pierre angulaire, ou bien l'article qui va poser, à mon sens, le plus de problèmes dans l'arrêté, c'est l'article numéro 3. C'est lui qui définit ce que c'est le plagiat. Parce que le reste, c'est des procédures, que ce soit disciplinaire, que ce soit de prévention, que ce soit de contrôle, etc. Mais la définition du plagiat, et je pense que on aura un débat très riche en ce qui concerne qu'est-ce que le plagiat, la notion du plagiat, elle est définie, la notion du plagiat est définie à l'article 3 de cet arrêté. Donc, au sens du présent arrêté, il est entendu par plagiat tout travail établi par l'étudiant. Donc ici, l'étudiant, donc on va peut-être encore une fois ne pas être d'accord. L'étudiant, donc un doctorant est un étudiant. D'accord? Donc, un doctorant, quelqu'un qui prépare sa thèse est un étudiant comme tous les autres étudiants. Est-ce que le mot étudiant utilisé dans cet article, dans cet emplacement, spécifie juste l'étudiant en thèse,
ou bien même les étudiants dans le premier cycle et le deuxième cycle. Ça va nous poser un sérieux problème, je vais vous dire un peu plus tard. Donc, il est entendu par plagiat tout travail établi par l'étudiant, l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire, le chercheur permanent ou, donc là, on va commencer à avoir des petits soucis, donc, ou quiconque participe à un acte avéré de falsification. Pour nous, les juristes, le mot participe, la participation, est un concept de loi bien déterminé. Pour le plagiat, que veut dire le texte par le mot qui participe? Un de mes doctorants me demande un support, un ouvrage, une thèse, je lui donne la thèse, je lui donne le texte, d'accord? Moi, en tant que directeur de thèse, je peux par exemple superviser le travail, mais je ne suis pas censé contrôler que fait cet étudiant du texte que je lui ai donné. Donc, lorsque je donne à mon étudiant un texte, par exemple une thèse, un article, et que celui-ci, l'étudiant que j'encadre, le plagie, par exemple, est-ce que moi, au sens de l'article 3, je participe à ce texte de plagiat? La participation est quelque chose, est un concept juridique avant qu'il soit un mot de la langue française. Donc, la participation à une infraction au code pénal est un concept totalement technique, juridique pour les juristes. Donc, la participation, c'est aider la personne, l'étudiant, l'enseignant-chercheur à plagier. La manière d'aider, ça peut prendre plusieurs formes. Et le participant, surtout, le participant au plagiat, peut ne pas être ni étudiant, ni enseignant-chercheur, ni chercheur permanent. Il peut être celui qui est juste à côté de nous et qui fait des photocopies, etc. Il peut faire de la saisie de texte et par cet acte de saisie, par exemple, il peut devenir participant au plagiat. Donc, le mot participe, quiconque participe à un acte avéré de falsification, peut être interprété très très largement. Donc, il faut faire très attention. Donc, falsification de résultats de fraude revendiquée dans les travaux scientifiques ou n'importe quelle autre publication scientifique ou pédagogique. Donc, publication scientifique ou pédagogique. Nous remarquerons que l'arrêté, donc, il sépare entre les travaux scientifiques qui sont là et les publications scientifiques et pédagogiques. Si les publics pour le sens, ou bien par exemple, là, nous retrouvons vraiment le sens bien des définitions. Pourquoi, par exemple, l'arrêté n'a pas défini qu'est-ce qu'une publication pédagogique et une publication scientifique? Si la publication scientifique apparemment ne pose pas trop de problèmes, la publication, elle, pédagogique, peut nous poser certains soucis. Et après, dans le texte, donc dans les articles qui suivent, nous allons remarquer que, en ce qui concerne la publication pédagogique, le sens qui veut être donné par l'arrêté à la publication pédagogique, c'est les polycopes. C'est les polycopiers, les manuels pour les étudiants. C'est ça le sens de publication pédagogique. Donc, l'article 3 nous définit le plagiat. Au sens de ce présent arrêté, il est entendu par plagiat tout travail établi par l'étudiant, l'enseignant, etc., qui comporte un acte avéré de falsification de résultats ou de fraude revendiquée dans les travaux scientifiques ou dans n'importe quelle autre publication scientifique ou pédagogique à ce titre. C'est-à-dire que tout ce qui suit, tous les tirés que vous voyez là, qui suivent, sont reliés à la définition de l'article 3. Et nous allons voir que parmi les tirés, il y a un tiré qui ne rentre pas logiquement dans la définition du plagiat. Malgré ça, l'arrêté l'a introduit comme étant un acte de plagiat. À ce titre,
est considéré acte de plagiat. Donc, citation ou reformulation totale ou partielle d'idées, d'informations, textes, graphiques, extraits d'un article publié, ou que c'est un ouvrage, magazine, etc. Rapport, voilà, sans citer, sans la mention de leurs sources et de leurs auteurs d'origine. Sans la mention de leurs sources et de leurs auteurs d'origine. Le premier problème qu'on rencontrera dès le premier tiré, c'est le mot, donc, auteur d'origine. Durant sous l'égide de l'ancien texte de 2016, il n'y avait pas le mot d'origine. Il y avait juste, sans citer la source et l'auteur. D'accord? Il faudra déterminer maintenant, qu'est-ce qu'un auteur? Qu'est-ce qu'un auteur? Est-ce que c'est le nom de la personne qui a rédigé le texte, ou bien c'est juste l'institution? L'institution, par exemple, on trouvera des rapports, par exemple, excusez-moi, des rapports de commission, des rapports d'autorité administrative indépendante, par exemple, ou bien dans le texte, on ne trouve pas l'auteur du rapport. On trouve l'institution, par exemple, conseil de la concurrence, on trouve le rapport du conseil de la concurrence sans qu'il y ait le nom de l'auteur, de celui qui a rédigé le rapport. Est-ce que par là, est-ce qu'on supprime directement le rapport parce que l'étudiant ou bien le doctorant ou bien l'enseignant-chercheur ou bien le chercheur permanent, ou bien en application de ce premier tiré, il se trouvera dans une situation assez compliquée. Soit il supprime carrément l'information et ne l'introduit pas dans son travail, alors que c'est un frein à la recherche scientifique, soit il commet l'acte de plagiat par excellence. L'acte de plagiat par excellence, c'est-à-dire que moi, j'ai l'information, donc un chercheur a publié une information, lui, il cite quelqu'un, la source de l'information, que moi je n'ai pas. J'ai le texte, mais je n'ai pas la source. Sa source à lui, je ne l'ai pas. Je suis entre deux choix. Soit j'élimine carrément l'information, et c'est un frein à la recherche scientifique, soit je fais un acte de plagiat par excellence, je cite directement la source de cette personne, et là je commets un plagiat avéré. Donc, avant, le texte d'avant qui n'obligeait pas le chercheur à citer l'auteur d'origine de l'idée, peut-être ouvrait plus des perspectives que le texte actuel qui va pousser les gens peut-être ou bien qui va freiner les chercheurs dans leur recherche. Donc, l'auteur d'origine n'est pas, l'accès aux documents d'origine n'est pas souvent évident. Donc, citation d'extraits de documents mettre en préambule au sens de la mention de leur source d'origine, l'utilisation de données particulières sans préciser les sources, leur auteur d'origine, l'utilisation d'un argument. Là aussi, ça va nous poser un certain problème. L'utilisation d'un argument ou d'une référence sans mentionner la source et ses auteurs d'origine. En ce qui concerne les arguments, en application de ce tiré de l'arrêté, il nous devient interdit, ou bien il est interdit, excusez-moi, il est interdit aux chercheurs de penser de la même manière. Il sera interdit aux chercheurs de penser de la même manière. C'est-à-dire que moi j'ai un argument à présenter. L'argument a été présenté par une autre personne, un autre chercheur, que moi, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu les arguments de cette autre personne. Donc, Madame Bendeli, par exemple, écrit un article très bon, excellent, dans une revue internationale, que moi je n'ai pas lu. Donc, je ne suis pas, je suis pas de la faculté SMV. Donc, je n'ai pas lu. Mais, dans mon article à moi, que j'écris moi-même, par exemple, dans un domaine proche des sciences de la nature et de la vie, j'utilise un argument. Il s'avère que l'argument que j'utilise moi-même
a été déjà utilisé par Madame Bendali dans un article que je n'ai pas lu. Le tiret numéro 4, l'utilisation d'un argument ou d'une référence sans mentionner le nom, m'oblige à citer Madame Bendali dans son argumentaire, alors que moi-même, je n'ai pas lu l'article de Madame Bendali. Si j'utilise l'argument sans citer Madame Bendali, par exemple, je suis considéré par cet arrêté comme ayant commis un acte de plagiat. Donc là, ce que je veux dire, c'est que ce texte a trop protégé, il y a de l'excès de protection et ça peut devenir très très vite un frein à la recherche scientifique. On remarquera que le texte a peut-être procédé d'une manière, juridiquement parlant, fausse, Au lieu de démarrer d'un problème et de chercher par exemple à le résoudre, ou bien, nous remarquons que le texte a voulu s'adapter à une situation. C'est-à-dire qu'une situation a imposé un texte. Nous remarquerons que certains agissements de nous tous, de nos collègues, etc., et même à l'international, il ne faut pas se mentir, certains agissements ont poussé le législateur à imposer certaines restrictions. C'est des restrictions qui peuvent, si elles sont mal interprétées, qui peuvent conduire à une restriction de la recherche scientifique. Je vais passer, peut-être que déjà je pense que j'ai trop occupé de, excusez-moi Monsieur le Président, j'ai trop pris de votre temps. Bon, donc j'ai juste 2 mots à dire en ce qui concerne encore un petit souci. Avant ça, donc, je voudrais revenir sur l'inscription, l'inscription par l'enseignant-chercheur, supérieur, etc., ou toute autre personne de son nom dans un travail de recherche sans participer à son élaboration. Maintenant, il faudra déterminer qu'est-ce que la participation à l'élaboration. D'accord? Est-ce que quand je redirige mon étudiant vers une autre problématique d'un article, par exemple, je suis considéré comme ayant participé à l'élaboration d'un texte, ou bien de l'article, ou bien il faudrait que je rédige une partie de l'article. Là, donc, sans qu'il y ait, voilà, sans participer à son élaboration. Et juste vers ici, l'inscription de genre, donc sans participer à la réalisation du travail. Donc on a 2 conceptions en fait. On a participé à l'élaboration et participé à la réalisation. C'est 2 concepts qui doivent être définis par l'arrêté. Qu'est-ce que participer à l'élaboration et qu'est-ce que participer à la réalisation si les deux termes ou bien les 2 notions sont équivalentes, il faudrait utiliser une seule notion, soit participer à l'élaboration, soit participer à la réalisation. Il faudra déterminer qu'est-ce que participer à l'élaboration. Est-ce que si je fournis à mon étudiant, à mon doctorant, la matière première pour qu'il rédige par exemple son article, équivaut à participer à l'élaboration de l'article. Ça, il faudra, comme je vous l'ai dit, les interprétations vont différer, et ça va être une source d'insécurité. Ça va être une source d'insécurité. Monsieur le Président, je vous souhaite beaucoup de courage à déterminer qu'est-ce que la participation à l'élaboration ou bien la participation à la réalisation d'un travail scientifique. Je terminerai juste sur le problème des étudiants ou bien des doctorants
Donc l'utilisation par l'enseignant-chercheur universitaire, le chercheur permanent, de toute autre personne, de travaux des étudiants et leur mémoire comme communication à un séminaire national. Donc, on remarquera dès le départ, ou bien dès le départ, déjà l'imprécision toujours dans les termes. Donc là, l'arrêté utilise le terme, excusez-moi, le terme séminaire d'un séminaire national ou international, d'un séminaire national ou international. Donc, je pouvais très bien aujourd'hui, dans une journée d'études, ramener un travail de mon étudiant et je ne serais pas dans le plagiat. Alors que l'arrêté pouvait éviter ce genre de problème en utilisant le mot manifestation scientifique, de quelque nature qu'elle soit, séminaire, colloque, journée d'études, conférence, etc. La deuxième des choses, c'est que, qu'est-ce qui empêche l'enseignant-chercheur, par exemple, qui encadre des doctorants ou bien des étudiants en master, de valoriser les résultats de ce travail en rajoutant le nom de ces étudiants-là avec son nom pour publier les résultats d'un travail. Qu'est-ce qui empêche? Là, je ne comprends pas. Est-ce que des étudiants de master, des étudiants de licence, de troisième année licence, on a de brillants étudiants, il n'y a pas de souci. Donc, dans les laboratoires, etc., ils font des expériences, des fois ils arrivent à de bons résultats. Est-ce que cet étudiant-là peut publier ces résultats-là tout seul, en son nom, dans une revue de renom? Il ne pourra jamais le faire. Il ne pourra jamais le faire. Alors que, qu'est-ce qui empêche l'enseignant qui a encadré ce travail-là, qu'est-ce qui empêche l'enseignant de faire publier ce travail en citant ou bien en mettant le nom de ses étudiants avec lui dans la publication? Ça permettrait de valoriser le travail de l'étudiant et le travail de l'enseignant en même temps. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que qu'on débattra sûrement lors des débats de la projection ou bien des différentes définitions qu'on pourra donner à l'acte de plagiat en lui-même. Je vous remercie, chers collègues. Merci.